Nous sommes le 25 avril 2026. Un vol de South African Airways s'apprête à décoller de Johannesburg à destination des Pays-Bas. À bord, parmi les passagers, se trouve une femme néerlandaise qui vient de descendre d'une croisière de luxe. Elle ne se sent pas bien depuis plusieurs jours. Fièvre, douleur musculaire, impression que quelque chose ne va pas. L'avion n'arrive pas à décoller. Quelques minutes avant la fermeture des portes, la femme s'effondre sur son siège. Les agents de bord demandent une assistance médicale, la sortent en urgence, l'emmènent à l'hôpital. Le lendemain, cette femme est morte et personne ne sait encore exactement de quoi. Mais ce qu'ils savent, c'est ceci. Quelques jours avant de mourir, cette femme était sur un bateau, une croisière de luxe qui était partie d'ici, d'Argentine. Et sur ce bateau, il y avait déjà une autre personne morte. Aujourd'hui, nous allons parler du MV Ondius, du virus qu'il transporte, des raisons pour lesquelles aucun pays au monde n'a voulu l'accueillir, et de la question à laquelle l'OMS ne peut toujours pas répondre. Comment le virus est-il arrivé sur un bateau en mer? Sommes-nous au début d'une nouvelle pandémie? Nous allons l'analyser. Commençons. Le MV Ondius est un navire de croisière d'expédition, pas destiné aux touristes ordinaires. Ce sont des gens fortunés qui recherchent des endroits reculés, des zones inexplorées, l'Antarctique, les îles subantarctiques, les côtes de l'Afrique de l'Ouest. Le 1er avril 2026, l'Ondius appareille depuis Ushuaia, en Argentine, la ville la plus australe du monde. À bord, 149 personnes de 23 nationalités, 88 passagers et 59 membres d'équipage. Néerlandais, Allemands, Britanniques, Américains, Australiens, Espagnols, au moins un Argentin. L'entreprise qui exploite le navire s'appelle Ocean Wide Expeditions, basée aux Pays-Bas. Il a une capacité de 170 personnes et dispose d'un médecin à bord. La destination finale, les îles Canaries, en Espagne. Le parcours consiste à traverser l'Atlantique Sud en passant par des îles isolées. Sainte-Hélène, l'île où Napoléon a été exilé. Île de l'Ascension, Cap-Vert, puis l'Europe. Pendant les premières semaines, tout semble normal. Mais le 11 avril, 10 jours après le départ, un homme néerlandais meurt à bord. La compagnie affirme que la cause de son décès n'est pas confirmée. Il décide de poursuivre le voyage. Le corps reste sur le navire pendant 2 semaines. Le 24 avril, le navire arrive à Sainte-Hélène. L'épouse du Néerlandais débarque. Elle a des symptômes gastro-intestinaux et dit ne pas se sentir bien depuis plusieurs jours. Elle prend un vol pour Johannesburg. Vous savez déjà comment cela finit. Ce jour-là, un passager britannique signale au médecin du navire de la fièvre, des difficultés respiratoires et des signes de pneumonie. Le 26 avril, son état s'aggrave de façon spectaculaire. Le 27 avril, il est évacué par avion vers l'Afrique du Sud. Il est en soins intensifs. Le 28 avril, une passagère allemande commence à avoir de la fièvre. Le 2 mai, l'Allemande meurt à bord. Ce même jour, le Royaume-Uni informe l'Organisation mondiale de la santé. Il y a un foyer de maladies respiratoires graves sur un paquebot dans l'Atlantique. 2 morts confirmées, un patient en soins intensifs en Afrique du Sud. L'OMS active le protocole d'alerte internationale. Le monde entier commence alors à se poser une question. Que se passe-t-il à l'intérieur de ce navire? Le 2 mai, les laboratoires d'Afrique du Sud confirment le diagnostic. Le Britannique évacué a été testé positif au hantavirus, spécifiquement à la souche Andes. Pour comprendre pourquoi c'est important, il faut que tu saches quelque chose sur le hantavirus que la plupart des gens ignorent. Il existe plus de 20 espèces différentes de hantavirus dans le monde. Toutes se transmettent de la même manière. Les rongeurs, les rats, les souris portent le virus dans leur urine, leurs excréments, leur salive. Quand ces particules sèchent et deviennent de la poussière, elles flottent dans l'air. Si tu les respires, tu es infecté. C'est ce que fait le hantavirus presque toujours. Mais il y a une exception. Une seule souche dans le monde entier a une transmission de personne à personne documentée. Une seule souche. Et elle s'appelle le virus Andes. Et elle n'existe que dans 2 pays au monde, en Argentine et au Chili. Il a été découvert en 1995 à El Bolson, dans la province de Rio Negro, lorsque 2 personnes sont mortes d'une maladie respiratoire que les médecins n'arrivaient pas à identifier. Les tissus sont arrivés au laboratoire de l'Institut Malbrán à Buenos Aires. Là, les scientifiques Nora Lopez et Paula Padula ont analysé le matériel génétique. Ce qu'ils ont découvert était un virus complètement nouveau. Ils l'ont appelé le virus Andes. Et ils ont publié leur découverte en 1996 dans la revue scientifique Virology. C'était le premier hantavirus identifié génétiquement dans toute l'Amérique du Sud. Mais le plus troublant est venu après. En 1998, 3 personnes ont été infectées en chaîne. 2 frères et l'infirmière qui s'occupaient de l'un d'eux.
Le génome complet du virus a été séquencé dans les 3 cas. L'identité nucléotidique entre le patient décédé et l'infirmière était de 100%. Cela signifie que le virus est passé directement d'un humain à un autre. Il n'y a pas eu de souris impliquée. Et si tu ne réalises pas encore ce que cela signifie, je vais te raconter ce qui s'est passé en 2018 à Epuyén, un petit village de 3000 habitants en Patagonie, Argentine. Tout a commencé par une réunion sociale. C'était une fête. Il était infecté. Sans le savoir, il a assisté à cette fête. Il a respiré le même air avec d'autres personnes. À Epuyén, il y a eu 3 superpropagateurs. L'épidémie s'est développée en chaîne, ce que la science appelle des maillons. Premier maillon, les personnes infectées lors de la réunion. Deuxième maillon, les contacts de ces personnes infectées. Troisième maillon, quatrième maillon, cinquième maillon, sixième. C'est ainsi que cela s'est propagé. Au total, il y a eu 34 cas confirmés, 11 morts. Un taux de létalité de 32% de décembre 2018 à janvier 2019. Un an avant le COVID-19, un petit village de Patagonie vivait déjà tout cela. Les masques, l'isolement et la peur d'être contaminé au supermarché. C'est ça, le virus Andes. Et c'est ce qui se trouve maintenant sur le bateau, sur le MV Ondius, The Economist. Avant de poursuivre sur le bateau, je veux vous montrer quelque chose qui semblait prédire la suite, ou qui était peut-être déjà prévu. À la fin de 2025, The Economist a publié sa couverture annuelle, l'édition The World Ahead, 2026. Ce magazine le fait chaque année et chaque année, les gens sur les réseaux sociaux l'analysent minutieusement à la recherche de signes de ce qui va arriver. Cette couverture en particulier montre des seringues, de grandes seringues, bien visibles, flottant au centre de l'image à côté de missiles, de drones, de robots, d'un gâteau, c'est-à-dire un gâteau avec le chiffre 250 qui représente l'anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Cela aura lieu le 4 juillet. Reliés à des câbles, les seringues sont l'élément qui a suscité le plus de débats. Certains ont parlé d'Ozempic, le médicament à la mode, d'autres d'une nouvelle campagne de vaccination massive. Plusieurs fils de discussion sur Twitter et Reddit ont été directs. Une nouvelle pandémie approche. Un utilisateur très suivi a écrit en novembre. L'image en forme de virus a d'abord attiré mon attention. Annonce-t-il une nouvelle pandémie? Et maintenant, en mai 2026, il y a un paquebot de croisière avec un virus à bord. Un virus qui vient d'Argentine. Un virus qu'aucun pays ne veut accueillir. Je ne dis pas que The Economist le savait. Je ne dis pas non plus que cela a été planifié par les grandes élites. Ce que je vous dis, c'est ceci. Chaque fois que la réalité rejoint une couverture de The Economist, le débat est toujours le même. Coïncidence? Prédiction? Ou bien y a-t-il quelque chose de plus derrière tout ça? Je vous laisse répondre à ces questions ci-dessous. Je rappelle que sur cette chaîne, nous avons récemment posé des questions sur les scientifiques disparus et l'attentat contre Donald Trump. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous les mettrai dans les vidéos recommandées à la fin et aussi ci-dessous dans les commentaires, car YouTube ne vous les a peut-être pas proposées. Alors allez les voir car il y a d'autres questions qui circulent et qui sont peut-être toutes liées. Pour l'instant, revenons au navire. L'OMS tente depuis plusieurs jours de comprendre comment le virus Andes a atteint un paquebot en mer sans succès. 3 hypothèses existent. Aucune n'a été écartée, mais aucune n'a non plus été confirmée. Hypothèse numéro 1. Ils ont été infectés avant d'embarquer. Le couple néerlandais décédé avait voyagé dans le sud de l'Argentine et du Chili avant de monter à bord. Les scientifiques savent que le virus Andes vit chez le raton colilargo, un rongeur des forêts et zones rurales de Patagonie. Si le couple a visité une cabane, une zone boisée, un endroit où il y avait des rongeurs infectés, ils auraient pu être contaminés sans le savoir. La période d'incubation du virus hantavirus est de 7 à 45 jours. Cela signifie que tu peux être infecté pendant des semaines sans présenter aucun symptôme. Tu embarques en pleine forme, puis tu tombes malade quelques jours après, alors que tu es déjà en mer. Cette hypothèse pose problème. Et les autres cas? Le Britannique, l'Allemande et le Suisse hospitalisé à Zurich quelques jours après. Eux aussi auraient été infectés avant d'embarquer, dans des endroits différents, par des rongeurs différents, à des moments différents. Les probabilités sont faibles. Hypothèse numéro 2. Il y avait des rongeurs à bord du navire. Ocean Wide Expeditions organise des croisières dans des zones reculées. Le navire fait escale sur des îles. Il reçoit des provisions. S'il y avait des rongeurs à bord du navire, ces rongeurs auraient dû venir du sud de l'Argentine ou du Chili, car le virus des Andes n'existe nulle part ailleurs. Y a-t-il des rats de Patagonie à bord d'un navire de croisière de luxe néerlandais? Troisième hypothèse, transmission d'humain à humain à bord. C'est l'hypothèse qui inquiète le plus l'OMS.
Si la première personne infectée est montée à bord déjà malade, comme avec le virus des Andes, et que le navire est un espace clos avec une recirculation de l'air, des salles à manger communes, des espaces réduits, la souche la plus dangereuse de la planète aurait pu se déplacer de cabine en cabine. Cela ferait du MV Ondius quelque chose que le monde ne veut pas prononcer, un Diamond Princess du virus des Andes. Le Diamond Princess était le paquebot japonais où, en février 2020, il y a eu une épidémie de COVID-19, 700 personnes infectées. Le monde le regardait comme s'il s'agissait d'un film d'horreur. C'était le prologue de ce qui allait suivre. Aujourd'hui, en 2026, le monde regarde le MV Ondius de la même manière. Et pendant que l'OMS enquête, il y a une autre question que les grands médias ne posent pas. Pourquoi le port d'Ushuaia n'avait-il pas le contrôle nécessaire? Lorsque l'affaire a éclaté, la province de Terre-de-Feu, en Argentine, a publié un communiqué remarquable. Ils ont déclaré qu'ils n'avaient pas le contrôle du port d'Ushuaia parce que le gouvernement national l'avait placé sous tutelle en janvier 2026. Le président de la direction provinciale des ports l'a confirmé. Avec l'intervention nationale, nous n'avons aucun contrôle ni information sur les changements de passagers ou de personnel logistique. En d'autres termes, lorsque le MV Ondius a embarqué des passagers à Ushuaia le 1er avril, la province, qui aurait dû contrôler cet embarquement, n'avait pas accès au quai. Y a-t-il eu des contrôles sanitaires avant le départ? Quelqu'un a-t-il vérifié l'état de santé des 149 passagers? Quelqu'un a-t-il inspecté le navire? Personne n'a encore répondu à ces questions. Le bateau fantôme aujourd'hui. Pendant que j'enregistre cette vidéo aujourd'hui, le 7 mai 2026, cette nouvelle continue de se répandre. À bord de l'Ondius, il y a 7 cas, 2 cas confirmés en laboratoire, 5 cas suspects, 3 personnes sont déjà mortes. Une personne est toujours en soins intensifs en Afrique du Sud, 3 ont été évacuées par avion médicalisé vers les Pays-Bas et l'Allemagne. Il y a 149 personnes enfermées sur ce navire, sans savoir quand elles pourront descendre. L'un d'eux est Jakes Rosemarin, un photographe et influenceur voyage de Boston, qui a filmé depuis sa cabine une vidéo devenue virale dans le monde entier. Nous ne sommes pas seulement des gros titres, nous sommes des personnes avec une famille, avec une vie, avec des gens qui nous attendent à la maison. Des gros titres, nous sommes des personnes avec une famille, avec une vie, avec des gens qui nous attendent à... Il y a beaucoup d'incertitudes et c'est ça le plus difficile. Ce que nous voulons maintenant, c'est nous sentir en sécurité, y voir plus clair et rentrer à la maison. Alors si tu vois la médiatisation de cette affaire, rappelle-toi qu'il y a de vraies personnes derrière tout ça. Et que cela ne se passe pas quelque part loin d'ici, cela nous arrive en ce moment même. Je partagerai plus avec toi quand je pourrai, mais pour l'instant, je te demande juste ton amitié et ta compréhension. Merci. Le navire a jeté l'ancre au large du Cap-Vert. Le Cap-Vert ne l'a pas encore laissé entrer. L'Espagne a convenu avec l'OMS que le navire peut aller à Tenerife, aux îles Canaries, mais Fernando Clavijo, le président des Canaries, a dit non. Il manque d'informations techniques et le gouvernement central a décidé sans consulter les institutions canariennes. Il a demandé une réunion urgente avec Pedro Sánchez, président de l'Espagne. Les travailleurs du port de Tenerife ont paniqué. Sánchez a convoqué une réunion d'urgence des ministères. Si vous regardez cette vidéo, le MV Ondius navigue vers Tenerife. La durée estimée du trajet est de 3 jours et 12 heures. Le navire arriverait entre le 10 et le 11 mai. Personne ne sait encore ce qui va se passer à son arrivée. Il y a une information qui n'est encore apparue dans aucun grand titre. En 2025, l'Argentine a enregistré 86 cas confirmés d'hantavirus, avec 28 morts. Un taux de létalité de 33,6%, le plus élevé enregistré ces dernières années. Au cours des années précédentes, ce taux variait entre 10 et 22%. Le virus est en expansion. Et il y a une raison qu'un spécialiste argentin a expliqué à l'Associated Press cette semaine. L'Argentine est devenue tropicale à cause du changement climatique, ce qui a permis l'arrivée de plantes tropicales dont les graines favorisent la prolifération des souris. La souris à longue queue mieux nourrie se reproduit plus. Là où il y a plus de souris porteuses du virus Andes, il y a aussi plus de cas de hantavirus. De 2013 à 2024, 111 Argentins sont morts à cause du hantavirus. L'année prochaine, il y en aura plus. Le MV Ondius va arriver aux Canaries. Les passagers vont débarquer. Certains iront à l'hôpital. La plupart rentreront chez eux. L'histoire va disparaître des gros titres. Mais le virus Andes sera toujours là. Dans les forêts de Patagonie, dans la souris à longue queue, dans les cabanes fermées du Sud, attendant que quelqu'un respire le mauvais air au mauvais endroit. Les seringues sur la couverture de The Economist resteront gravées dans la mémoire de ceux qui les ont vues. Ce qui s'est passé sur l'Ondius n'est pas un accident, mais un signe.
Et la question n'est pas de savoir si cela va se reproduire, mais quand cela va se reproduire. Pour l'instant, c'est tout ce que nous avons sur le hantavirus. Il y a plein de choses qui circulent sur les réseaux, sur X, dans les médias, partout. Beaucoup de gens parlent de ça, en montrant différents tweets, par exemple, datant de plusieurs années, de 2022, qui parlaient déjà de le virus des Andes et mentionnaient 2022, COVID-19, 2026 virus des Andes. L'OMS dit que nous ne sommes pas face à une nouvelle pandémie, mais la question reste en suspens. Le virus des Andes a toujours été un virus étrange. On en a même parlé dans le film des X-Files pour vous donner une idée. C'est un virus qui a toujours été à l'origine de grandes conspirations. Sommes-nous peut-être au début d'une nouvelle pandémie? Sommes-nous face à un nouveau confinement mondial? Ou est-ce quelque chose qui se passe maintenant sur le navire et qui ne va pas se propager au-delà de ça? Nous ne le savons pas. Pour l'instant, je vous dis que si cela continue, nous allons continuer à en parler sur cette chaîne. Si vous voulez que nous continuions avec ce type de vidéo, écrivez Virus des Andes dans les commentaires. Virus des Andes dans les commentaires. Nous avons plus de 1000 personnes qui commentent Virus des Andes et qui aiment cette vidéo. Nous ferons une deuxième partie en lisant peut-être les actualités ou Twitter pour suivre l'évolution de cette histoire que nous continuerons à couvrir tant qu'elle se propagera. Espérons qu'elle ne se propage pas davantage. Nous avons déjà publié de nombreuses vidéos sur cette chaîne. Allez voir celle sur les scientifiques disparus, l'attentat contre Trump et celle sortie cette semaine. Si cela vous intéresse, allez voir ceux qui sont déjà en ligne. Et de nouvelles vidéos longues arrivent, de type documentaire. La prochaine portera sur les Mormons, qui sortira également dans les prochains jours. C'est une vidéo de 40 à 45 minutes au format documentaire différent de celle-ci, que j'espère vous plaira. Alors restez attentifs. Si les vidéos n'apparaissent pas, cliquez sur la cloche, commentez et interagissez, car YouTube cesse parfois de les recommander sans interaction. Si tu ne likes ni ne commentes, il ne te montre plus les prochaines vidéos. Je m'appelle Magnus Mephisto. Abonnez-vous, regardez les autres vidéos. Je vous recommande la chaîne Dimension Analogica que nous créons actuellement. Découvrez-la, elle propose des documentaires intéressants. À bientôt dans le prochain reportage. Au revoir.